Dans le quartier chinois de San Francisco, deux mondes s'affrontent, celui de la pègre traditionnelle et celui des gangs modernes. Si vous voulez ouvrir un tripot, vous venez nous chercher. Sinon, on viendra vous chercher. Les activités du milieu sont variées. Jeux d'argent illégaux, vols, extorsion. Chinatown était une mine d'or. Il suffisait de se baisser. Le jour où un nouveau gang arrive de Hong Kong, une guerre de territoire commence. Dans les rues, de jeunes Asiatiques sèment la terreur. Quand on rejoint un gang comme le Hop Sing ou le Wok To, on s'en va, on vit avec la bande. Les forces de l'ordre de San Francisco ont bien du mal à combattre ces gangs appelés triades. « 4 septembre 1977, 2 h du matin. En plein cœur du quartier chinois de San Francisco, des fêtards, des ouvriers en fin de service et des étudiants se détendent. Le restaurant Le Dragon d'Or est plein. Raymond Cho, dit la crevette, est en train de manger. Ce jeune gangster de 17 ans vient tout juste d'arriver de Hong Kong. Et il s'est déjà fait une place dans le milieu chinois de San Francisco. J'étais un sale môme à Hong Kong. Je trempais déjà dans des activités illégales. Drogue, prostitution, jeux. Alors que Raymond et ses amis se régalent, 3 hommes armés font irruption dans le restaurant. On a entendu un coup de feu. Nous, on s'est baissés. Mais les autres gens qui étaient là n'ont pas eu ce réflexe. L'agent Nelson Lum est sur les lieux en moins de 2 minutes. J'ai été le premier à entrer dans le restaurant. L'endroit était encore rempli de fumée. Des gens criaient, d'autres étaient à terre. Il y avait du sang partout. En quelques secondes, 5 personnes ont été tuées et 11 autres blessées. C'est la première fois que le milieu asiatique de San Francisco fait parler de lui. Certains témoins ont déclaré qu'ils se seraient crus au Vietnam. Des victimes sont encore à terre. Les ambulanciers, les policiers et même les rescapés essaient de porter secours aux blessés. C'est le pire massacre de toute l'histoire de San Francisco. C'était horrible, horrible. Tout ce sang à l'intérieur, je n'arrive pas à y croire. J'ai d'abord pensé que c'était un braquage qui avait mal tourné. Mais Nelson Lum comprend vite que ce n'est pas un simple vol à main armée. J'ai reconnu un groupe de jeunes asiatiques au milieu du restaurant. Je savais qu'ils faisaient partie d'un gang. Dans le quartier de Chinatown, une guerre de territoire fait rage entre les nombreux gangs de rue. La fusillade visait le plus important d'entre eux, celui des Watching. Pour Raymond Cho, c'est une sorte de baptême du feu à la sauce américaine. Il n'attend pas que la police vienne l'interroger. Il y a eu beaucoup de blessés. Mais beaucoup de gens sont partis juste après la fin de la fusillade. Le massacre du Dragon d'Or est un signal d'alarme pour la police de San Francisco. La ville est sous le choc. Malgré la réputation sulfureuse de Chinatown, la violence s'était jusque-là limitée à la communauté chinoise et était traitée de façon ambiguë par les autorités locales. La communauté chinoise s'était toujours débrouillée seule. Peu importe ce qui s'y passait, elle s'en occupait. San Francisco est le principal port d'entrée de la côte ouest. La ville, qui abrite une des plus grandes communautés chinoises hors d'Asie, a vu se succéder les vagues d'immigration. Arrivées dans les années 1850, au moment de la ruée vers l'or, ces populations sont ensuite restées pour construire les voies ferrées. Le quartier chinois, connu dans le monde entier, se situe au nord, dans la partie vallonnée de San Francisco. Mais ces devantures bariolées dissimulent des sociétés secrètes, les Tongs.
Le phénomène des tongs est exclusivement sino-américain. À mi-chemin entre partis politiques et associations communautaires, ils sont apparus pour aider les immigrés à faire face à la discrimination raciale dont ils étaient victimes. À leur arrivée, les Chinois étaient très isolés. Et les tongs leur ont permis d'appartenir à un groupe, de retrouver une identité. Il existe de nombreux tongs à San Francisco. Le plus ancien d'entre eux est lié à une organisation secrète chinoise, le Hong Mun, également connu sous le nom de franc-maçonnerie chinoise. En Chine, les tongs, aussi appelés triades, existent depuis plus de 3 siècles. Toutes les triades descendent du Hong Mun. Toutes leurs traditions viennent de là. Les triades, connues pour leurs activités criminelles, dont le trafic d'opium, ont fini par être interdites en Chine et à Hong Kong. À San Francisco, le Hong Mun est une organisation communautaire légale. Mais certains de ses membres, en relation avec les triades, parviennent à importer de l'opium aux États-Unis. C'est la part d'ombre de Chinatown, rarement montrée par les médias. Les tongs permettent surtout aux ouvriers chinois de s'adonner à leur activité préférée, le jeu. Les clubs privés abritent des parties illégales de mahjong et de poker chinois. La plupart des tongs sont impliqués dans des filières de jeux clandestins. Et ils pratiquent aussi l'usure ou l'extorsion. Dans les années 1970, la police identifie 5 grands tongs pratiquant des activités illégales. Pour contrôler Chinatown et protéger leur trafic, ils ont divisé le quartier en territoires et formé des gangs de rue. Pour un jeune homme plein d'ambition comme Raymond Cho, c'est l'occasion rêvée de faire carrière dans le monde du crime organisé. Cho traîne sur les terrains de jeu où il rencontre d'autres jeunes immigrés désargentés et désœuvrés. Quand j'ai connu Raymond, il venait d'arriver de Hong Kong. Il n'y avait pas beaucoup de salles de billard à Chinatown, mais on traînait sur les terrains de jeu. On fumait, on jouait aux cartes, à la dame de pique. Et c'est tout. On traînait dans le coin. Raymond Cho, qui ne mesure même pas 1,65 m, est surnommé la crevette. Mais il a déjà l'expérience des triades de Hong Kong. Là-bas, à l'époque, les triades faisaient partie du décor. On commençait à les fréquenter très jeunes. Moi, la première fois que j'ai blessé quelqu'un, j'avais 9 ans. C'était un univers très excitant. Contrairement à d'autres gangs de rue asiatiques, les triades sont ancrées dans la tradition chinoise. Elles ont des rites d'initiation dans lesquels le novice doit conclure un pacte de sang, jurer sa loyauté en récitant 36 serments et passer une porte symbolisant sa renaissance en tant que membre de la triade. Celui qui trahit la triade ou l'un de ses membres sera tué. Comme le montre le massacre du Dragon d'Or, San Francisco est très différent de ce que Raymond Cho a connu pendant son enfance dans les rues de Hong Kong. Son nouvel ami, James Pao, lui apprend comment fonctionnent les gangs aux États-Unis. Il nous a montré comment se battre avec un couteau. Et on lui a montré comment se servir d'une arme. Je me souviens de la première fois où il y a eu une embrouille. Il est allé dans la cuisine, a attrapé un couteau, et je lui ai dit « Tu vas te couper !» Et c'est ça. Après, je ne l'ai plus jamais vu manier une lame. James Pao et Raymond Cho ne tardent pas à être recrutés par les célèbres Hop Sing Boys, un gang lié au Tong Hop Sing. C'est un aîné, un Dailo, qui les initie. Un Dailo est comme un grand frère. On lui obéit jusqu'à ce qu'on ait soi-même quelqu'un sous ses ordres. Et ainsi de suite. C'est une hiérarchie. Les Chinois sont très disciplinés. Comme la plupart des Tongs, le Hop Sing est présent dans tout le pays. Les 2 jeunes gens font donc immédiatement partie d'un véritable réseau.
Dès qu'on a rejoint le Hop Sing, on a voyagé dans tout le pays. Avec notre voiture à $500, on est allé à Seattle, Portland, au Canada, à Vancouver, Los Angeles. Salut, c'est moi, je suis du Hop Sing de San Francisco. Mais si Raymond Cho a rejoint le gang, c'est surtout pour se faire de l'argent facile à San Francisco. Il sait que là-bas, certains Tongs contrôlent les tripots clandestins dans les caves et les arrière-salles de tout le quartier chinois. Chinatown était une mine d'or. La plupart du temps, les Chinois gardent leur argent et tout ce qui a de la valeur chez eux. Ils ne font pas confiance aux banques. Il y a beaucoup de liquide qui circule à Chinatown. Les tripots, l'usure, tout se fait en liquide. Je m'occupais de ça. Les Hop Sing Boys récupèrent l'argent des prêts à usure pour leurs supérieurs et gardent pour eux celui qu'ils extorquent au tripot. Si vous voulez ouvrir un tripot, vous venez nous chercher. Sinon, on viendra vous chercher. Pour défendre les revenus qu'ils tirent du jeu, les Hop Sing Boys doivent repousser les attaques des autres gangs. Une guerre sans fin les oppose à leurs rivaux principaux, les Watching. On s'est beaucoup battu avec les Watching et d'autres gangs. Il y a eu beaucoup de fusillades dans toutes les rues de Chinatown. 18 mois à peine après son arrivée aux États-Unis, Raymond Cho est arrêté et condamné à 11 ans de prison pour vol à main armée. À l'époque, on ne faisait que les 2/3 de la peine. Malgré tous mes petits trafics, je n'avais jamais appris l'anglais. Je ne parlais pas un mot d'anglais en arrivant en prison. Cho est bien décidé à profiter au maximum de son incarcération. Au contact des autres détenus, il se transforme en parfait criminel et en une véritable montagne de muscles. Des types venaient me défier, ils me disaient « J'y crois pas à ton truc d'arts martiaux. Ton kung-fu, ça vaut rien ici, je vais t'exploser. » Mais pendant que Raymond Cho est en prison, le rapport de force en place à Chinatown s'inverse. Les Tongs, qui contrôlaient toutes les activités illégales, ont dû céder la place à leurs rivales. Désormais, le gang du Watching règne en maître. Les Hop Sing Boys ont presque disparu. Quand je suis sorti de prison, le Hop Sing avait été chassé par le Watching. Beaucoup de membres étaient partis. Janvier 1985. Malgré son isolement, Raymond Cho est bien décidé à retrouver son ancienne vie de criminel. À peine un an plus tard, grâce aux relations qu'il s'est faites en prison, il baigne déjà dans le trafic de drogue, le proxénétisme et le recel. J'étais le plus gros acheteur de la place. Que vous ayez braqué une bijouterie ou quoi que ce soit d'autre, j'achetais. Mais Raymond Cho empiète sur le territoire des Watching. À leur tête, Danny Wong est un gangster très puissant. À l'époque, Danny Wong était le chef des Watching. Il était très intelligent, très vif. C'était un expert de l'art de la guerre. Danny Wong veut placer Raymond Cho et son empire naissant sous la coupe du Watching. J'avais le plus grand service d'escorte du quartier. Et le Watching essayait de m'envoyer des types pour discuter. Ils voulaient qu'on s'associe. Mais je ne voyais pas ce qu'ils pouvaient m'apporter. Puisque Raymond Cho le repousse, Danny Wong est déterminé à se débarrasser de lui. Il sait que c'est un ancien détenu et qu'il ne peut pas se permettre d'avoir des ennuis. J'étais en liberté conditionnelle. Il savait que c'était mon point faible. Si ça tournait à l'affrontement entre nous, il n'avait qu'à appeler la police et je retournais en prison. 1er mai 1986. Dans une boîte de nuit à la mode de Chinatown, une dispute éclate entre Raymond Cho et un homme de main des Watching. Ça a chauffé. Il a sorti son arme, j'ai sorti la mienne. Ça a dégénéré.
J'ai été arrêté pour agression à main armée et tentative de meurtre. Danny Wong a atteint son but. Raymond Cho est sous les verrous. La police procède à une perquisition chez lui et découvre un véritable butin, des armes et une montagne de bijoux volés. Cho repart en prison pour 3 ans. Sa carrière criminelle semble terminée. Raymond Cho étant neutralisé, Danny devient le gangster asiatique le plus puissant de San Francisco. Mais les rivalités entre gangs locaux sont vite éclipsées par une menace plus grande. Les triades de Hong Kong. Là-bas, au milieu des années 1980, des cartels bien implantés terrorisent la population. Les triades étaient impliquées dans toutes les activités criminelles. Meurtres, usures, prostitution et trafic d'héroïne à l'échelle internationale. Après presque un siècle de colonisation, le gouvernement britannique annonce qu'il rétrocédera la ville à la République populaire de Chine en 1997. L'avenir de Hong Kong est incertain, mais une chose est sûre. Le régime communiste chinois va tenter de mettre fin aux activités illégales dont les triades tirent leurs revenus et exécuter quiconque soupçonné d'y être mêlé. Le temps est compté. Les gangs doivent quitter l'Asie. Une des plus grandes triades de Hong Kong, la société Wo Hop To, qui compte quelques 20 000 membres, veut s'expatrier à San Francisco. Conscientes de cette menace, les autorités fédérales américaines gardent le quartier chinois sous haute surveillance. On avait récolté des informations qui prouvaient que le Wo Hop To montait en puissance dans la baie de San Francisco et qu'il recrutait activement. La triade chinoise établit sa première base californienne à Oakland, de l'autre côté du Bay Bridge, le pont qui relie la ville à San Francisco. C'est un choix stratégique. Oakland est toute proche de la mégapole et sa population asiatique est importante. C'est le tremplin idéal pour s'étendre au quartier chinois de San Francisco et même au-delà. L'objectif de Wo Hop To était de réunir tous les gangs de la région de San Francisco et d'Oakland sous son commandement. Ça aurait facilité ses futures activités criminelles aux États-Unis. Le Wo Hop To veut éviter des confrontations directes. Il propose donc des alliances aux gangs de San Francisco. Mais Danny Wong refuse. Danny Wong a refusé de rejoindre le Wo Hop To. Le Watching a voulu résister à l'implantation de la triade à San Francisco. Il en a résulté un certain nombre de fusillades et de meurtres. Le 7 avril 1990, le Wo Hop To déclare la guerre au Watching. Ça a commencé par l'assassinat d'un membre de gang, un certain Dan Vong. Il était membre du Watching. Les polices locales et fédérales comprennent que les ennuis ne font que commencer. On a compris que le Wo Hop To avait essayé de recruter le Watching. Et celui-ci ayant refusé, la triade allait utiliser la violence pour le rayer de la carte. La police ne dispose d'aucune piste pour ce meurtre. L'affaire a été classée. Pas de témoins, pas de preuves. Les policiers n'ayant pas arrêté le coupable, ils prévoient des représailles qui ne se font pas attendre. Le 4 mai 1990, Bobby Tsang, une nouvelle recrue du Wo Hop To, fait la fête avec des amis dans une boîte de nuit de San Francisco, le Purple Onion. Des hommes du Watching l'attendent à la sortie du club.
Metsang a prêté sa veste à un ami et les tueurs se trompent de cible. L'ami de Bobby qui portait sa veste a été tué. Bobby n'a même pas été touché. Il était à l'intérieur à contester l'addition. Sa belle-sœur aussi a été blessée. Elle était enceinte et elle a perdu son bébé. Une fois encore, la nuit aura été sanglante à San Francisco. Les forces de l'ordre sont sous pression. Elles doivent absolument empêcher de nouvelles tueries. Des gens mouraient, et ça passait au journal du soir. On parlait beaucoup de la violence des gangs. Les polices locales et fédérales redoublent d'efforts. Les agents du FBI sont sur une piste qui va leur permettre de faire une avancée majeure. Le FBI a en effet identifié l'homme responsable du recrutement pour le Wo-Opto. Les autres gangs l'appellent l'oncle. L'information est immédiatement transmise à la police d'Oakland. Le FBI m'a demandé si je connaissais un homme appelé Kao Fu, ce qui veut dire oncle en cantonais. J'ai dit non, jamais entendu parler. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Les agents fédéraux pensent que cet homme est Peter Chong, un entrepreneur fraîchement arrivé de Hong Kong. On a d'abord appris que Peter Chong était de plus en plus actif dans le quartier chinois de San Francisco. Il avait commencé par participer à des actions de charité au sein de la communauté. En apparence, Peter Chong est un homme d'affaires ayant un faible pour le jeu. Mais les fédéraux n'y croient pas. Il était aussi mouillé dans des milieux pas très clairs, en rapport avec les salles de jeu clandestines de Chinatown. 2 semaines après la fusillade du Purple Onion, les agents fédéraux suivent Peter Chong dans un restaurant de l'Embarcadero de San Francisco. Celui qui l'accompagne n'est autre que Raymond Cho. Ce dernier prétend que Peter Chong est venu lui demander de l'aide après les représailles du Watching. Après la fusillade du Purple Onion, Peter m'a demandé de l'aider. Il ne savait pas comment s'y prendre avec Danny. Il n'arrivait pas à s'en débarrasser. Les deux camps étaient très nerveux. Pour un nouveau venu, Peter Chong semble avoir beaucoup de relations et d'influence. Raymond Cho est certain qu'il est bien le représentant du Wo-Opto, celui qu'on appelle l'oncle. Peter avait beaucoup d'ennuis. Il avait besoin de renforcer son clan. Le Wo-Opto voulait que le Watching les rejoigne. Il n'était pas assez fort. Peter Chong demande à Raymond Cho d'organiser une rencontre avec Danny Wong pour lui proposer une trêve. Pour Cho, c'est l'occasion rêvée de trouver sa place dans la puissante triade. En gros, j'étais chargé de la sécurité. J'étais là pour intervenir si ça dérapait. Peter Chong parvient difficilement à négocier une trêve entre Danny Wong et les triades du Wo-Opto. Mais les deux camps acceptent de mettre fin à la violence. Raymond Cho accepte de mettre son expérience et ses relations au service du Wo-Opto afin d'aider celui-ci à étendre son empire au sein de la pègre sino-américaine. Juin 1990. Raymond Cho est devenu le chef des hommes de main du Wo-Opto. Il veut asseoir sa position face aux autres lieutenants du clan. Pour cela, il lui faut une armée personnelle à laquelle il puisse se fier. Il décide de redonner vie à son ancien gang des Hop Sing Boys et se tourne vers les lycées de San Francisco. On a appris que Raymond avait commencé à recruter des membres pour son gang dans les lycées du coin, Washington et Lincoln. Cet homme, que nous surnommerons Gary, rejoint les Hop Sing Boys en 1991. Il témoigne ici sous couvert de l'anonymat.
Raymond Cho avait une grosse réputation à Chinatown. Personne ne venait lui chercher des noises. Raymond Cho héberge ses jeunes recrues dans des foyers disséminés dans la ville. Là, drogue, alcool et prostituées sont à leur disposition. Pour un adolescent rebelle, c'est le paradis. Les Dailo nous apportaient tout ce qu'il nous fallait. De la nourriture, de l'argent. La plupart du temps, on restait là. Ces foyers sont une première dans l'histoire des gangs américains. Il y a une différence avec les gangs traditionnels américains comme les Crips ou les Bloods. D'habitude, on fait ses petits trafics et puis on rentre chez papa et maman ou dans sa famille. Là, quand on rejoint un gang comme le Hop Sing ou le Wopto, on s'en va. On vit avec la bande. Le gang renvoie une image idyllique. Il prend soin de vous, il est toujours là pour vous, c'est votre famille. Raymond Cho utilise son réseau pour son trafic de drogue. Grâce au foyer, les jeunes ne sont pas dans la rue et échappent ainsi à la surveillance des forces de l'ordre. On garde les rues tranquilles. Et on attend le gros gibier. Quand la drogue arrive, ça passe inaperçu. Voilà comment on gère un réseau, un trafic de drogue. Comme ça, tout se passe bien. Très vite, les nouveaux Hop Sing recrutent leurs amis. Raymond Cho se retrouve à la tête d'une armée de jeunes gangsters alliés au Wopto et prêts à en découdre. J'avais entre 8 et 12 foyers. Chacun avec 30 à 40 gamins. Ils n'attendaient qu'une chose, c'était de passer à l'action. Pour financer leurs besoins de sexe, de drogue et d'alcool, les Hop Sing Boys se livrent à des délits en tout genre. On faisait des cambriolages. On braquait des tripots, on incendiait des magasins et des maisons. On faisait du trafic de drogue aussi. Chacun avait sa spécialité, personne ne nous forçait, ça dépendait de nous. On choisissait ce qu'on préférait. Le Watching ne peut plus ignorer la menace que représente l'armée grandissante de Raymond Cho. Danny Wong se retourne contre son vieil ennemi et rompt la trêve. Cho croit contrôler la rue, mais un jour, alors qu'il se promène dans Chinatown avec Peter Chong, les événements se précipitent. C'était en plein jour, en fin d'après-midi. Ils sont tombés sur des membres du Watching armés jusqu'aux dents. Ils ont failli être tués. La seule chose qui les a sauvés, c'est que la police est arrivée juste à ce moment-là, et le gang s'est dispersé. 19 avril 1991. Danny Wong a rendez-vous avec quelques membres de son gang. C'est jour de paye, et il collecte 25 000 $ en liquide. Danny avait l'habitude de rassembler ses hommes de bon matin. Avant de se séparer, ils mangeaient un morceau quelque part dans le quartier. Raymond Cho attend qu'ils aient fini leur repas. Quelqu'un s'était procuré une clé de la porte de devant, ce qui leur a permis de verrouiller l'accès principal. Une fois que Danny a été sorti, ses hommes n'ont pas pu intervenir. Ils l'ont abattu alors qu'il montait dans sa voiture. On retrouve l'argent sur le cadavre de Danny Wong. Il ne s'agit donc pas d'un vol, mais d'une exécution. Encore un meurtre non résolu à Chinatown. Septembre 1991. Débarrassé de Danny Wong, Raymond Cho étend son territoire. Mais les Hop Sing Boys attirent l'attention des forces de l'ordre. À Oakland, la police arrête plusieurs membres du gang à la suite de tentatives d'extorsion sur des commerces locaux. C'était un groupe de jeunes, en majorité chinois, qui rackettaient les commerçants du Chinatown d'Oakland. Ils se réclamaient du Hop Sing et leur demandaient de l'argent en échange de leur protection. Mais aucune de ces victimes ne veut témoigner. La menace était bien réelle.
Ils avaient tous peur. Personne ne voulait identifier les coupables ni témoigner au tribunal. Sans témoin, la police d'Oakland ne peut arrêter personne. Pour recueillir des preuves, elle place les membres du gang sous surveillance. En collaboration avec le FBI et la police de San Francisco, elle localise un des foyers dans le quartier de Sunset, sur la 47e avenue. On s'est tout de suite intéressé à cette maison. La 47e avenue, c'est un quartier résidentiel, pas le genre d'endroit où on imaginerait trouver un repère de criminels. Une enquête révèle que le propriétaire de la maison n'est autre que Peter Chong. La police procède à une perquisition. Dans la maison, on a trouvé tout l'attirail du parfait cambrioleur. Des cagoules, des machettes, des cordes, de l'adhésif. Il y avait aussi des gilets pare-balles, dont un qui portait le nom de Peter Chong. La police trouve aussi un objet qui confirme ses soupçons. Le gang de Cho est également impliqué dans le trafic de drogue. Il y avait une valise vide, mais verrouillée. Quand on a fait venir le chien détecteur de drogue, il est allé droit dessus. Donc même si elle était vide, on savait qu'elle avait servi à en transporter. Rien ne prouve formellement que Peter Chong soit lié au gang. Mais après la perquisition, il sait que sa maison le met en danger. À ce moment-là, Peter a compris que sa maison n'était plus sûre et qu'il fallait faire quelque chose. Peter Chong ordonne à Chol Soo-lee, un des hommes de Raymond Cho, de brûler la maison. En échange, Peter lui avait promis $30 000. Le 21 septembre 1991, Chol Soo-lee et un complice passent à l'action. Mais Chol Soo-lee oublie d'éteindre une veilleuse. Celle-ci déclenche une explosion qui met prématurément le feu à la maison. On m'a prévenu par téléphone. La maison avait explosé et les mecs avaient brûlé avec. Chol Soo-lee est brûlé à 90%. Il paraît que sa chair se détachait de ses os. Les secours étaient surpris qu'il soit encore vivant. J'y suis allé tout de suite pour limiter les dégâts. Mais il est trop tard. 3 mois plus tard, quand Chol Soo-lee sort du coma, la police est là. Infirme, sans argent et sans soutien, il n'a d'autre choix que de coopérer avec les fédéraux. Décembre 1991. Le Wo-Opto domine la pègre asiatique de San Francisco. Dans la ligne de mire du FBI, Peter Chong et son bras droit, Raymond Cho. La principale inquiétude des fédéraux est de voir la triade étendre son influence en dehors de la ville. Je pense que l'objectif du Wo-Opto était d'étendre son réseau à travers tous les États-Unis. Chol Soo-lee accepte de témoigner contre Peter Chong en le désignant comme le commanditaire de l'incendie du foyer. Les fédéraux pourraient donc l'arrêter avec Raymond Cho, mais ils veulent davantage. Pour mettre fin aux activités du Wo-Opto, ils font une demande pour installer des écoutes téléphoniques. Mais les fusillades spectaculaires de Chinatown ont attiré l'attention au niveau national. Alors que le FBI attend le feu vert pour ses écoutes, Peter Chong et Raymond Cho sont appelés à témoigner lors de la série d'auditions d'une commission sénatoriale à Washington. Peter Chong ne parle pas. Quelle est votre profession? Je fais appel au 5e amendement. Les écoutes téléphoniques du FBI sont compromises. Après ça, ils sont devenus très méfiants. Ils se demandaient qui les surveillait, ce qui se passait, et pourquoi on leur avait demandé de venir témoigner à Washington. Les agents spéciaux Kingman Wong et Iggy Chin déclenchent les écoutes.
On était déçus. Sur les 5 lignes qu'on surveillait, 3 étaient muettes. Dont celle de Peter et pendant un moment celle de Raymond. C'est un coup dur pour les fédéraux. Sans écoute téléphonique, ils ont peu de chances d'en savoir plus sur les activités de la triade. Peter m'a demandé de ne pas utiliser mon téléphone, de ne rien dire par téléphone. Il était intransigeant là-dessus. Mais Raymond Shaw est tout sauf discipliné. Il dispose de la toute dernière technologie, le téléphone mobile. Avec un gang à contrôler et de la drogue à revendre, la tentation est trop grande. Quand il craque, les fédéraux sont au bout du fil. Soudain, il a réutilisé son téléphone. Les écoutes reprennent et donnent vite des résultats. Le FBI apprend que Raymond Shaw fournit des armes à feu au Waopto et qu'il se les procure loin de San Francisco. Le Hop Sing Tong a toujours eu beaucoup de ramifications à Portland, dans l'Oregon. Raymond Shaw était associé avec des membres de gangs là-bas. C'est le fils d'un armurier de Portland qui fournit des armes à Raymond Shaw. Il sortait des armes du magasin de son père, effaçait les numéros de série et revendait des armes à Raymond. Un passeur se chargeait de les livrer à San Francisco. En franchissant les frontières de la Californie, Raymond Shaw aggrave son cas en commettant un délit fédéral. Mais il continue à se servir de ses relations au sein des Tongs pour agrandir l'empire du Waopto. Avec un réseau comme ça, on peut revendre ce qu'on veut, où on veut. San Francisco, Los Angeles, New York, Boston, Portland, Seattle, le Canada, on était partout. Quand les fédéraux surprennent des conversations entre Peter Cho et Wen Kwong, un trafiquant de drogue de Boston, ils savent qu'ils sont sur une grosse affaire. Le Waopto a non seulement commis des crimes fédéraux, mais le trafic de drogue relevant de la loi RICO est passible de lourdes peines. Wen Kwong attend un gros arrivage d'héroïne blanche, très rare à San Francisco. Mais il y a un problème. La drogue doit d'abord arriver dans le New Jersey, sur la côte Est. L'héroïne devait être livrée dans la région d'Atlantic City. On savait que ça allait être un très gros arrivage, probablement plusieurs centaines de doses. Wen Kwong dépend de Raymond Shaw, qui dispose des hommes et des contacts nécessaires. Pour tout le monde, les enjeux sont énormes. Si Cho mène la transaction à terme, il gagnera une somme colossale. Si le FBI réussit à l'arrêter et faire ainsi le lien entre la drogue et Peter Chong, il pourra faire tomber le Waopto. Pour les deux camps, l'issue est incertaine, mais personne ne s'attend à ce qui va arriver. Printemps 1992. Raymond Shaw part pour New York où il a rendez-vous avec d'importants trafiquants. Il leur apporte un échantillon d'héroïne fourni par Wen Kwong. Le FBI le suit à la trace, mais Shaw sait comment déjouer leur surveillance. Dans le journal, j'ai trouvé le numéro d'un bordel chinois et j'ai pris rendez-vous chez eux. Une fois là-bas, j'ai pris un peu de bon temps et j'ai utilisé leur téléphone pour appeler mes hommes. Mais le rendez-vous ne se déroule pas comme prévu. Raymond Shaw a promis une héroïne très puissante. Mais les acheteurs refusent la drogue qu'ils jugent de faible qualité. Shaw appelle Wen Kwong et exige un meilleur échantillon. Le FBI enregistre tout. Pour désigner l'héroïne, Shaw parle des filles. Ils n'en veulent pas à ce prix-là. À voir les filles, ils pensent que les autres trouveront ça trop cher. Peut-être qu'ils n'y connaissent pas grand-chose. Peu importe, envoie-moi des filles plus grandes. Raymond Shaw choisit Tony Young, un membre du Hop Sing, pour aller chercher un nouvel échantillon à Atlantic City et l'apporter à New York. Tony Young est un homme de main qui sort rarement de Chinatown et ne parle presque pas anglais. 20 mai 1992. Aussi incroyable que cela puisse paraître, les agents du FBI qui suivent Tony à l'aéroport n'ont pas de téléphone mobile. À l'époque, au mieux, on avait des pagers. Et on essayait de garder le contact avec l'agent qui était avec eux.
Au moment de trouver son vol pour Atlantic City, le niveau d'anglais de Tony devient problématique. Ils ont pris l'avion. Pendant plusieurs jours, plus de nouvelles. Puis notre agent a fini par nous appeler pour nous dire qu'il avait atterri à Atlanta, en Géorgie, pas à Atlantic City. Le temps que le passeur arrive à Atlantic City, l'opération du FBI tourne au chaos. Quand le passeur a atterri, la compagnie aérienne a appelé la police au lieu d'appeler le FBI. Et la police, qui n'était pas au courant de notre enquête, l'a tout de suite arrêté. Tony Young a plus de 100 grammes d'héroïne sur lui. Le FBI arrive trop tard. L'homme a été arrêté et toute l'opération tombe à l'eau. C'est un échec cuisant. Quand Wan Kuang apprend l'arrestation de Tony Young, il appelle Raymond Cho. Il utilise le mot « avion » pour parler de la transaction et le mot « médecin » pour parler des policiers. L'avion perd son carburant. Je te rappelle d'un autre téléphone. Quoi? Il s'est pas écrasé, j'espère? Non, mais ça revient au même. Les médecins ont voulu me faire une radio. Wan Kuang et Raymond Cho paniquent. La drogue se trouve dans un entrepôt près de New York, prête à être revendue. Mais Kuang est le seul à en connaître l'adresse exacte. Quand il comprend que la partie est perdue, il fait le nécessaire pour brouiller les pistes. On a compris que la drogue avait été transférée dans d'autres cachettes qu'on n'a pas pu localiser. Des agents continuent à suivre les suspects à New York et à Atlantic City dans l'espoir de trouver une partie de l'héroïne. Ils ne trouvent rien. Et sans preuve pour relier Peter Chong à la drogue, le dossier du FBI contre le Woopto semble réduit à néant. 30 mai 1992. Les agents du FBI arrêtent Raymond Cho à l'aéroport new-yorkais de LaGuardia. 2 jours plus tard, Wan Kuang est interpellé à Boston. Peter Chong, patron présumé des 2 hommes, décide qu'il est temps pour lui de rentrer à Hong Kong. Quand les fédéraux perquisitionnent sa maison, celle-ci est quasiment vide. Le bureau du FBI de San Francisco a bien du mal à monter un dossier. C'est alors qu'un appel arrive de Boston. Wan Kuang accepte de témoigner. S'il est placé dans le programme de protection des témoins, il est prêt à admettre qu'il a organisé avec Raymond Cho l'importation et la revente de drogue. L'avocat de Peter Chong, Alan Kaplan, pense que le FBI lui a forcé la main. Wan Kuang a vite compris que s'il coopérait, au lieu de faire au minimum 20 ou 30 ans de prison, il sortirait presque tout de suite. On lui a dicté son témoignage. Peter Chong ayant quitté le pays, Raymond Cho est le premier à être traduit en justice. En 1993, il est condamné à 23 ans d'emprisonnement pour trafic d'armes et doit faire face à 48 chefs d'accusation pour racket. Pendant 8 ans, la justice américaine demande l'extradition de Peter Chong. Hong Kong, toujours sous administration britannique, refuse pour manque de preuves. L'homme d'affaires se défend dans les médias américains. Comme tous les immigrants, je suis venu en Amérique pour que mes enfants aient une meilleure éducation et puissent vivre dans un pays libre. En juillet 1997, tout change. Hong Kong étant redevenue chinoise, Peter Chong est arrêté et remis aux autorités américaines. En 2000, Raymond Cho estime qu'il ne doit rien à Peter Chong. Peter nous avait laissé tomber. Et moi, je n'avais aucune chance de sortir de prison. Raymond Cho témoigne contre Peter Chong en échange de sa liberté et du droit de rester aux États-Unis. Après seulement 8 ans de prison, il est libéré. Pour certains, Peter Chong a été victime des mensonges de Raymond Cho.
Raymond Cho était peut-être un homme agressif et dangereux, mais il était assez intelligent pour comprendre qu'il pouvait faire à Peter Chong ce que Wen Kong lui avait fait. Peter Chong est jugé coupable de 11 chefs d'accusation de racket et condamné à 15 ans et 8 mois d'emprisonnement. Cependant, son rôle de cerveau coordonnant un réseau national de triades n'a jamais été prouvé. Par manque de preuves, les accusations relatives à la drogue sont écartées et d'autres sont rejetées en appel. En 2005, Peter Chong est condamné seulement pour extorsion et pour l'incendie du foyer de San Francisco. Le 27 juillet 2008, après 8 ans de prison, Peter Chong est libéré puis expulsé vers Hong Kong. Aujourd'hui, beaucoup pensent que c'est Raymond Cho, le gangster le plus dangereux de Chinatown, qui a eu le dernier mot. Je pense que Raymond Cho a conclu un marché avec les fédéraux. Il a témoigné contre Peter Chong uniquement pour sortir de prison. Raymond Cho est tenu de rester dans le quartier chinois de San Francisco. Il pense que les fédéraux attendent qu'il enfreigne les règles de sa liberté conditionnelle. Le gouvernement attend que je franchisse la ligne, que je blesse quelqu'un, que je trempe dans une magouille quelconque, ou que je commette un délit. Comme ça, ils pourront m'arrêter. Mais croyez-moi, ils vont être déçus. Quel que soit le nouveau visage du quartier chinois de San Francisco, les triades restent toujours aussi mystérieuses. Et personne ne sait qui a pris la relève de Raymond Cho.